Les Vases du Cey, tome 3, l'Italie pour le meilleur et pour le pire. Suite. Mardi 11 septembre 2001. Les Mazzella au grand complet, ainsi que Chiara et Jean, prenaient le train pour Naples de 10h20. Alan Wilson avait décidé de les accompagner pour passer quelque temps à Ischia, dans l'hôtel des Mazzella. Jean et Chiara emmenaient Lisa, dont les parents allaient faire une escapade en amoureux d'une semaine dans les Pouilles. Le train de François et Éléonore partait à 10h pour arriver à Bari à 14h10. Les parents des 4 frères Vasse avaient dit au revoir à tout le monde lors de leur dernière colazione à l'hôtel de la Via Sistina. Ils allaient revoir les mariés prochainement à Rouen. Louis avait posé un congé pour accompagner Claudia à Munich avec Thomas et Dieter. Quant à Monica et Sean, qui venaient juste de faire connaissance, ils avaient eu un peu de mal à se séparer. Monica prévoyait de venir voir sa sœur. Peut-être Sean pourrait-il alors venir en France à ce moment-là. Après un dernier câlin à Lisa, François et Éléonore montèrent dans leur train. C'était la première fois qu'ils allaient être séparés de leur fille aussi longtemps. Ils avaient donné des tas de consignes à Chiara, qui avait ordre de les appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, au moindre problème. Ils téléphoneraient de toute façon chaque jour. Dans le train qui les emmenait vers Bari, ils discutèrent pendant un bon moment des souvenirs qu'ils avaient glanés pendant le mariage. Ils se réjouissaient de l'installation de Gabriella à Rouen. Il restait le cas de Louis et Claudia. Qu'allaient décider ces deux-là? Peut-être en sauraient-ils plus en allant à Munich lors de leur dernière semaine de vacances. Pour l'instant, ils allaient profiter l'un de l'autre pendant une semaine. Pendant une petite heure, Éléonore s'assoupit entre les bras de François. Il aimait sentir la chaleur de son corps contre lui. Il était tenté de caresser ses cheveux, mais se retenait pour ne pas la réveiller. Il ferma les yeux, synchronisa sa respiration avec la sienne. Il visualisa son visage, des images d'elle en train de danser, dans le service quand elle s'occupait d'un patient, lors de leur première rencontre. Il la sentit bouger et ouvrit les yeux. Elle le regardait comme elle l'avait regardé ce premier jour. « Chérie, tu es réveillée ?»« Oui, puisque je t'admire. »« Je te visualisais le jour de notre première rencontre. Tu me regardais de la même façon. J'étais déjà amoureuse. Et je n'ai pas cessé depuis. Je ne cesserai jamais, quoi qu'il arrive. Que veux-tu qu'il arrive? Je ne sais pas. La vie nous réserve parfois des surprises, bonnes ou mauvaises. Il caressa ses cheveux, son visage, et l'embrassa. Moi aussi, je t'ai aimé dès ce premier regard, et je t'aimerai jusqu'à la fin de mes jours, quoi qu'il arrive dans nos vies, mais j'espère que les surprises que la vie nous réserve seront bonnes. Moi aussi, dit-elle en lui rendant son baiser. Quand ils descendirent de leur train, ils se rendirent chez le loueur de voitures pour récupérer le véhicule qu'ils avaient réservé, avant de se rendre à leur hôtel. Quand ils arrivèrent à la réception de l'hôtel, ils trouvèrent des personnes en état de sidération. Que se passait-il? Le réceptionniste leur indiqua l'écran de télé. Là, ils virent les images. À 14h46, heure de Bari, la tour nord du World Trade Center venait d'être percutée par un avion. Les images de l'immeuble en flammes étaient en train de faire le tour du monde. Le fioul des réservoirs de l'avion avait déclenché un énorme incendie qui bloquait les personnes présentes dans les étages supérieurs. Ils regardaient tous avec horreur les images de ce premier avion. Quand à 15h03, la tour sud du WTC était à son tour percutée par un avion de ligne. La planète entière était en émoi. Ce n'était pas un accident. C'était un double attentat. « Mon Dieu, dit Éléonore, ces tours ont 110 étages. Avec les incendies, tous les ascenseurs doivent être en panne et les escaliers sûrement impraticables. Toutes les personnes qui sont dans les étages au-dessus de l'impact sont piégées. Elles vont toutes mourir asphyxiées. Et il y a des milliers de personnes qui travaillent ou qui passent chaque jour dans les tours jumelles. » « Et les tours risquent de s'effondrer, ajouta François d'un air sombre. Tu as raison, il va y avoir des milliers de morts, et pas que dans les tours.
Si elle s'effondre, c'est tout le quartier qui va être touché. Le réceptionniste, entre-temps, s'était repris et avait remis les clés de leur chambre au couple. Mais personne ne pensait à lâcher les écrans, où passaient en boucle les images des 2 tours, avec cette fumée noire qui envahissait un ciel bleu sans nuages. On voyait clairement des personnes qui sautaient par les fenêtres des tours en feu. Et à 15h37, à Washington, un autre avion percutait le Pentagone. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qui a commandité tout ça? Encore des centaines de morts, c'est horrible. Éléonore avait à peine prononcé ces mots que la tour sud s'effondrait. Il était 15h58. En 10 secondes, les 110 étages du bâtiment disparurent en fumée. Un immense nuage de particules de béton, de métal et d'amiante envahissait les rues environnantes. Les images de chaos défilaient sans interruption sur les écrans de télévision des millions de téléspectateurs du monde entier. Des centaines de millions de personnes avaient vu en direct le second avion percuter la tour sud, puis son effondrement, et les caméras restaient fixées sur le World Trade Center. À 16h28, c'était au tour de la tour nord de s'effondrer, provoquant la mort de milliers de personnes supplémentaires. C'est affreux. Les personnes qui étaient encore dans les tours ont dû être pulvérisées. Et en plus, il y a un énorme hôtel connecté aux tours jumelles, de plus de 20 étages avec des cafés, des boutiques, des restaurants. J'espère qu'ils ont eu le temps de l'évacuer. Ils apprirent un peu plus tard que le vol 93 d'United Airlines avait disparu des radars et qu'il s'était écrasé sur la commune de Shanksville, en Pennsylvanie. Les passagers et les membres d'équipage, prévenus par téléphone de ce qui se passait alors ailleurs, avaient vainement tenté de reprendre le contrôle de l'avion. Néanmoins, les terroristes n'avaient pas pu atteindre leur cible. Mais quelle était cette cible? L'avion se dirigeait vers Washington. Ce pouvait être de nouveau le Pentagone, mais plus vraisemblablement la cible devait être la Maison-Blanche. Éléonore et François finirent par rejoindre leur chambre vers 17h. Ils commencèrent par appeler leurs proches. Les parents Vass étaient bien arrivés à Ischia avec les Mazzella. Lisa allait bien. Tout le monde était sous le choc de ce qui s'était passé aux États-Unis. Du côté du reste de la famille, notamment ceux qui rentraient par avion, tous n'étaient pas encore arrivés. Sarah, Max, Laurent, Gabriella et Steph étaient bien parvenus à Rouen. Les Bavarois et Louis avaient bien atterri à Munich. Il ne restait que les 3 Écossais, qui n'arrivaient que vers 20h30 à Inverness. Éléonore appela aussi Alan Wilson. « Alan, comment allez-vous? C'est horrible ce qui se passe. Allez-vous essayer de rentrer à New York? Vous avez peut-être de la famille, des amis? » Éléonore, j'ai bien sûr des amis à Manhattan, mais ils vivent tous proches de chez moi, dans Hell's Kitchen ou dans l'Upper West Side. Vous connaissez New York, donc vous voyez où c'est. Ils vont bien. En revanche, je n'ose imaginer l'état du quartier qui se trouve juste à 6 miles du World Trade Center. Dieu sait combien il va y avoir de morts entre les passagers des avions, ceux qui étaient dans les tours, et les personnes qui se trouvaient dans le périmètre lors de l'effondrement. D'après les amis que j'ai eus, c'est l'apocalypse là-bas. L'effondrement des tours a dispersé dans tout Manhattan un nuage de poussière, de cendres qui se sont ajoutés aux fumées contenant certainement de nombreux polluants dangereux. Mais votre famille? Mon ex-femme vit en Floride et ma fille habite Philadelphie. Le reste de ma famille est dans le Maine. Donc de ce côté-là, ça va, je les ai tous eus au téléphone. Vous allez essayer de rentrer? Je ne pense pas. De toute façon, l'espace aérien va être fermé dans quelques minutes. Et ma vie, depuis plus d'1 an, est le plus souvent en Europe. Donc je vais rester à Ischia et, comme tout le monde, suivre les événements à la télé. Elle avait aussi appelé certains de ses anciens collègues de l'Alvin Ailey American Dance Theatre. Tous étaient sains et saufs. La plupart habitaient Brooklyn, à une 20aine de minutes en voiture de la zone sinistrée. Un seul n'avait pas répondu. L'ami qui lui avait permis de danser avec Michael Jackson. Elle lui avait laissé un message avec son numéro et celui de l'hôtel. Il n'avait pas trop le cœur à visiter Barry. D'ailleurs, il était un peu tard. Ils allèrent juste se promener sur le Lungomare, la promenade en bord de mer très prisée par les habitants de la ville et les touristes. Les monuments historiques qu'ils souhaitaient visiter étaient juste à côté, mais ils verraient ça le lendemain.
La vue était magnifique sur la mer Adriatique. Ils marchèrent pendant une bonne heure avant de s'arrêter sur le chemin du retour vers l'hôtel pour profiter du coucher de soleil, enlacés. La beauté du site leur permettait un peu d'oublier les images horribles encore imprimées sur leur rétine. « Je sais où venir faire mon yoga demain matin, dit Éléonore, sur la plage avant de plonger dans cette eau cristalline. Je viendrai avec toi, je ne te lâche plus. Tu vas certainement me trouver très collant. D'ailleurs, je suis déjà collée dans ton dos, et je te retiens prisonnière dans mes bras. Ça me plaît d'être collée à toi. J'adore tes baisers dans le cou, et tu sais pertinemment l'effet que ça me fait. » Lorsqu'ils rentrèrent à l'hôtel, le réceptionniste les interpella. « Madame Vass, vous avez eu un appel de New York, de Mr. Travis Page. Il va bien. Il devait accompagner Michael pour une réunion au World Trade Center, mais Mr. Jackson ne s'est pas réveillé à temps après son concert au Madison Square Garden. Ils ont échappé au pire, a-t-il dit. Vous pouvez le rappeler quand vous voulez. »« Merci beaucoup, répondit Éléonore. « Puis-je vous poser une question, Madame Vass? Le Mr. Jackson, c'est le Michael Jackson? » ?»« Tout à fait, et Mr. Page est un de ses danseurs. Je vous laisse, je vais l'appeler. Merci encore. » Elle s'éloigna avec François, qui riait sous cape à la vue des yeux écarquillés du réceptionniste. « À mon avis, quand nous allons descendre pour dîner, il va essayer d'en savoir plus. »« Si ça l'amuse, répondit la jeune femme. Et nous allons vite le vérifier, juste le temps de nous changer pour dîner. »« Même pas un petit câlin avant ?» dit François en l'attirant vers lui. « Alors un tout petit, parce que j'ai envie de prendre mon temps et m'occuper de toi tout le reste de la soirée et peut-être de la nuit. » Elle prit son visage entre ses mains et effleura ses lèvres, qu'il entr'ouvrit pour laisser sa langue explorer sa bouche. Elle fit durer le baiser pendant que les mains de François suivaient les courbes de son corps, déclenchant des vagues de frissons. « Nous reprendrons après le dîner, lui dit-elle avec un sourire en se reculant. « Je te promets que tu ne regretteras pas. »« D'accord, mais il va falloir assurer, Madame Vass. »« Toi aussi, tu vas devoir assurer, mon amour. » Elle commença par appeler Travis, qui la rassura sur son sort une fois de plus. La veille, il était au Madison Square Garden pour le 30th Anniversary Celebration, le deuxième des concerts organisés pour les 30 ans de carrière du King of Pop, dont le prochain album devait sortir fin octobre. Suite aux événements du jour, Michael avait déjà l'idée d'un concert de charité avec les plus grandes stars de la chanson qui voudraient y participer, concert qu'il parrainerait. Éléonore avait revêtu la robe en mousseline bleu marine qu'elle avait portée la veille de son mariage, mais l'avait accessoirisée avec un foulard reproduisant le drapeau américain qu'elle portait parfois en bustier avec un simple short pendant les vacances. « J'ai besoin de marquer mon soutien à mes amis américains, dit-elle à François. « Je comprends, lui répondit-il en lui baisant le front. Le réceptionniste les regarda d'un air admiratif lorsqu'ils passèrent devant lui. « Vous êtes magnifique, Madame Vass, et vous allez faire plaisir aux quelques touristes américains présents ce soir. D'ailleurs, ils vous ont vu. » En effet, un des touristes se dirigeait vers eux. « Excusez-moi, dit-il, vous êtes aussi américain ? » ?»« Non, nous sommes français, répondit Éléonore, mais j'ai vécu un temps à New York et j'ai des amis là-bas, qui heureusement vont bien. Je les ai eus tous au téléphone. Mais tous n'ont pas eu cette chance. Ce qu'ils ont vu est horrible et pour l'instant, personne ne sait combien il y a de morts exactement à New York et à Washington. Venez boire un verre avec nous tous les deux. Volontiers, répondit la jeune femme. Ils se rendirent à la table des Américains et se présentèrent. Quand le serveur vint prendre leur commande, Éléonore surprit son mari. « Je bois rarement de l'alcool, mais ce soir, en hommage à New York, je vais prendre un Manhattan. En plus, c'est un mélange des États-Unis et de l'Italie. » Les Américains approuvèrent son choix avec un sourire. François prit la même chose. Et quand le serveur revint avec leur cocktail, Éléonore se mit debout et leva son verre. « À New York et aux États-Unis. Mais avant de boire, je vous propose de chanter Star Spangled Banner tous ensemble, en hommage à toutes les victimes et aux pompiers et tous les personnels de secours. » Les Américains se regardèrent émus.
Il fallait que ce soit une Française qui les incite à montrer leur patriotisme. Éléonore avait posé son verre et pris la main de François à droite et celle de son voisin de gauche. L'imitant, tous les convives autour de la table s'étaient levés et avaient pris par la main leur voisin. C'est Éléonore qui entonna l'hymne et donna le rythme aux Américains, subjugués par sa voix chaude et grave. François se contenta d'écouter, et la voix de sa femme lui donna des frissons. Les autres personnes dans le restaurant s'étaient aussi levées en silence, comprenant ce qu'il se passait. L'émotion submergea tout le monde, quand la jeune maman enchaîna avec Amazing Grace, avec de temps en temps des fêlures dans la voix. La plupart des personnes présentes pleuraient. Éléonore elle-même était en larmes et se blottit dans les bras de François. Chacun se rassit pour boire ce qu'il avait commandé, en silence. Le couple remercia le groupe de New-Yorkais et s'apprêtait à rejoindre leur table, mais il fut sollicité pour rester. Les convives autour de la table étaient intrigués par cette belle Française qui parlait leur langue avec l'accent de leur ville, qui connaissait l'hymne américain, et par son séduisant mari. Ils voulaient tout savoir d'eux. Celui qui les avait abordés s'appelait Mr. Harris, médecin à New York, et, accompagné de sa femme, il visitait l'Italie avec un groupe d'amis. Il fut enchanté de découvrir en François un confrère. Finalement, le couple ne put rejoindre sa chambre que tardivement. « Tu m'as donné la chair de poule quand tu as chanté, mon amour. Je ne t'avais pas entendu chanter comme ça depuis longtemps. En revanche, ça va être difficile de passer incognito dans cet hôtel maintenant. » « Qu'à cela ne tienne, répondit-elle, nous resterons cloîtrés dans notre chambre à faire l'amour. Ce programme me plaît, on commence tout de suite. Ne t'ai-je pas promis une soirée et même une nuit que tu ne regretterais pas? Alors commence par te déshabiller, et je te joue le grand jeu, répliqua-t-elle avec un sourire enjôleur. Il ne perdit pas de temps et s'installa assis en tailleur sur le lit pour la regarder se déshabiller, ce qu'elle fit très très lentement. Cet effeuillage l'excita au plus haut point, mais il la laissa venir à lui. Elle se mit à genoux sur le lit et se dirigea vers lui, le fixant de ses yeux verts, se déplaçant comme un félin. Elle s'assit face à lui, enroulant ses jambes autour de sa taille, et lui entr'ouvrit les lèvres pour un profond baiser. Ils s'étourdirent de caresses, les yeux dans les yeux, jusqu'à ce que le désir irrépressible s'empare de l'un et de l'autre, et que François lui soulève les hanches pour la pénétrer. Il lui laissa ensuite l'initiative de cette position très sensuelle du lotus. Elle lui fit l'amour en douceur, mais avec beaucoup d'intensité, et fit durer les mouvements de va-et-vient, variant le rythme jusqu'à l'explosion finale. Ils se donnèrent l'un à l'autre une bonne partie de la nuit, variant les positions, avant de s'écrouler épuisés mais ivres de plaisir. Mercredi 12 septembre 2001. Malgré leur nuit agitée, Éléonore et François se rendirent sur la plage privée de l'hôtel dès 8 heures du matin. Le jeune couple ne passa pas inaperçu. Ils saluèrent au passage les Américains en train de déjeuner sur la terrasse et commencèrent leur séance de yoga. La souplesse d'Éléonore laissa méduser les personnes qui les voyaient de loin. Les hommes admiraient aussi la plastique irréprochable de la jeune femme. Mais François attirait tout autant les regards, surtout féminins. À l'issue de la séance, suivie de quelques minutes de méditation, ils se jetèrent à l'eau pour une course vers le large. Après un aller-retour, ils remontèrent rapidement se doucher et s'habiller pour venir prendre la colazione. Tous les clients qui étaient présents la veille les saluèrent. Les serveurs étaient aux petits soins pour eux, ne leur parlant qu'en anglais. Au bout d'un moment, Éléonore finit par leur dire en italien qu'ils pouvaient continuer à leur parler anglais s'ils le souhaitaient, mais qu'ils aimeraient autant qu'ils leur parlent italien, langue qu'ils maîtrisaient tous les deux, une grande partie de leur famille étant italienne. Les journaux du matin parlaient tous des attentats. La Repubblica et la Stampa titraient « Attacco all'America » et ajoutaient « Aerei come bombe su New York e Pentagono, 20.000 morti. L'Occidente colpito al cuore ». Les gros titres du Corriere della Sera parlaient d'attacco all'America et à la civiltà et évoquaient comme suspects les islamistes de Ben Laden. Le Figaro titrait « La nouvelle guerre » et à la une du Monde on pouvait lire
L'Amérique frappée, le monde saisi d'effroi. Le Sun parlait de terrorisme avec comme gros titre « Never Forget », mettant l'accent sur la connexion entre les attentats de la veille et l'attaque de Pearl Harbor. Le Daily News, dans une édition spéciale, déclarait « It's war ». Le New York Times titrait « US attacked ». Des avions détournés détruisent des tours jumelles et frappent le Pentagone en ce jour de terreur. Dans son discours sur la situation après les attentats qui avaient frappé le pays, le président des États-Unis, George W. Bush, avait annoncé le déclenchement du plan d'urgence de l'armée et des secours. Il avait affirmé que l'institution financière restait solide et que l'économie américaine tournait toujours normalement. Il avait surtout parlé des recherches en cours pour trouver les responsables des attentats. Aucune différence ne serait faite entre ceux qui les avaient commis et ceux qui hébergeaient les terroristes. L'actualité rattrapait François et Éléonore, mais ils avaient bien l'intention de se changer les idées. Ils retournèrent donc sur le lungomare et marchèrent sur la plage jusqu'à la basilique de San Nicolas, dernière demeure de Saint Nicolas de Myra, celui qu'on fête le 6 décembre. Ils visitèrent la basilique ainsi que le château, édifié par le roi normand de Sicile Roger II. Ils déambulèrent dans Barivecchia et s'arrêtèrent un moment à l'endroit où se trouvait le théâtre Petruzzelli, entièrement détruit en 1991 par un incendie malveillant et en voie de reconstruction. Ils flânèrent au hasard dans le labyrinthe des ruelles tortueuses de la vieille ville, d'origine byzantine, entourée de murailles, avec le linge suspendu aux façades des maisons. Éléonore s'intéressa particulièrement à la préparation des orecchiette qu'avait élaborée une vieille femme qui les avait mises à sécher au soleil. La promenade se terminait en cour de cuisine. Les balades avec sa femme avaient toujours quelque chose d'inattendu pour François. « Eh bien, tout ça m'a donné faim, dit-elle en lui prenant la main pour descendre les ruelles du bourg antique jusqu'à un restaurant qui les inspire. » Ils trouvèrent leur bonheur dans une venelle à 2 pas du Duomo, avec une osteria miniature, coincée entre 2 murs blanchis à la chaux, recouverts de photos de stars de cinéma découpées dans des journaux. Ils y déjeunèrent d'orecchiette al ragout pour l'un et alle vongole pour l'autre, suivis d'une panna cotta. Ils revinrent vers l'hôtel pour récupérer la voiture de location dans le parking afin d'aller à Alberobello, réputé pour ses trulli, ces petites maisons à base circulaire construites à partir de pierres non jointes recouvertes de chaux, avec un toit de forme conique, souvent décoré d'un symbole primitif, magique ou religieux, censé protéger la famille et lui apporter abondance et prospérité durant de nombreuses générations. Ils se promenèrent au hasard des ruelles pentues pour admirer les fameux trulli typiques de la vallée d'Itria, passant rapidement dans le quartier de Monti, trop touristique, où la majorité des trulli avaient été reconvertis en boutiques de souvenirs ou d'artisanat local, en restaurants et en hôtels ou chambres d'hôtes. Ils préférèrent le quartier Aia Piccola, beaucoup plus authentique, où certains trulli étaient encore habités. Les deux amoureux s'arrêtèrent cependant dans le Trullo Sovrano, le plus grand des trulli d'Alberobello, le seul à avoir un étage et un escalier, avec ses 14 mètres de haut, dans lequel ils purent admirer du mobilier et divers objets d'époque. L'église San Antonio, trullo géant, attira aussi leur attention. Ils firent également une halte au musée du territoire, retraçant la vie dans les trulli grâce à de nombreux objets, des outils et des témoignages sur les traditions populaires de la vallée. « J'ai bien aimé me promener dans Alberobello, dit Éléonore, mais parce que nous sommes hors saison. En été, ça doit être blindé. » Oui, et ça doit être pénible. Mais je ne m'attendais pas à un village aussi grand. Je pensais voir une dizaine de trulli quand il y en a plus de 1500. J'avais l'impression d'être dans un village de hobbits, s'exclama François. De retour à l'hôtel, après avoir profité un peu de la piscine, ils montèrent se changer pour le repas et appelèrent Chiara et Jean pour avoir des nouvelles de Lisa. Tout allait bien à Ischia. Soulagés, ils descendirent dîner. Éléonore, dans sa robe fourreau rouge, ses cheveux rassemblés dans un chignon élégant, et son époux, très sexy, firent tourner les têtes une fois encore. Un des touristes américains leur fit signe de s'approcher. « Veuillez excuser mon indiscrétion, Éléonore,
Mais hier soir, j'avais l'impression de vous avoir déjà vus tous les deux, et ça m'est revenu dans la nuit. C'est dans un livre de photos d'art que je vous avais vu, et d'ailleurs, je l'ai ici, puisque c'est ce livre qui m'a donné envie de venir en Italie, et particulièrement à Venise. Vous voulez parler du livre d'Alan Wilson, dit François. Oui, confirma le touriste en sortant le livre. C'est bien nous. Et ils racontèrent au groupe comment Wilson les avait piégés à Venise, puis était devenu leur ami, au point d'avoir fait les photos de la grossesse d'Éléonore et ensuite de leur bébé. Alan Wilson était avec nous pour le mariage de mon frère à Rome il y a quelques jours. Nous allons le retrouver la semaine prochaine à Ischia, où il a suivi mes parents et notre fille, dans l'hôtel de mon oncle, ajouta François. Et si vous aimez les photos de Wilson, à mon avis, il va ressortir sous peu un autre livre sur Rome et peut-être Ischia, s'exclama Éléonore. Tu crois? Interrogea François. Quasiment certaine. Sarah l'a vu nous mitrailler sans arrêt à Rome, et il nous a suivis lundi toute la journée. Et pourquoi crois-tu qu'il est parti à Ischia? Une chance qu'il ne nous ait pas suivis jusqu'ici, réagit le jeune médecin. Éléonore et François prirent congé des Américains, leur expliquant qu'ils allaient dîner en amoureux. Ils avaient en effet ensuite prévu un programme très intime. Jeudi 13 septembre 2001. Après leur rituel de yoga et méditation, Éléonore et François reprirent la voiture pour aller à Polignano a Mare. La ville, fondée par les Grecs sur les falaises calcaires face à la mer Adriatique, s'élevait majestueusement sur un éperon rocheux au bout d'une route côtière parsemée de stations balnéaires. Ils arpentèrent le centre historique dont l'entrée était marquée par une arche magistrale avec une fresque représentant la ville au XVIe siècle, avec sa petite piazza dell'Orologio et son petit palazzo, clôturé par des maisons blanches typiques et un peu vieillies par les années. Sur la piazza Garibaldi, ils s'arrêtèrent au Supermago del Gelo pour boire un café spécial, à ne pas rater selon le réceptionniste de leur hôtel. « Je sais que tu es plus amateur de thé, mon amour, mais ça ne coûte pas grand-chose d'essayer. »« Je suis prêt à tout pour tes beaux yeux, chérie, » répliqua-t-il en prenant son visage entre ses mains pour l'embrasser. « Et si tu n'aimes pas, je boirai les deux, finit-elle par dire quand il la relâcha. « Ça, c'est très étonnant de ta part. » Quand le serveur vint leur ramener leur café, elle essaya de lui tirer les verres du nez avec son sourire ensorceleur. Qu'est-ce qu'il y a dedans qui le rend si spécial? Il est fait avec de la crème de lait dans laquelle est rajoutée la spécialité, répondit le serveur. Une liqueur qui n'existe pas dans le commerce et un espresso. Cette liqueur est légèrement alcoolisée, ressemble à l'amaretto, mais elle est bien différente et c'est la recette spéciale de Mario Campanella, le créateur de ce café. Et tout au fond, il y a un morceau d'écorce de citron. C'est ce qui donne ce goût unique. Elle n'était pas beaucoup plus avancée, ce qui fit rire son mari. Ils flânèrent, main dans la main, dans les ruelles qui menaient toutes à un balcon sur la mer, notamment sur la Gravina, une calanque protégée des vagues, encaissée entre les deux hautes falaises percées de grottes sur lesquelles la ville était perchée. Ils tombèrent sur de nombreux trésors dans cette ville, comme l'église Matrice di Santa Maria Assunta et son grandiose campanile, et le belvédère derrière l'adorable chapelle San Stefano, avec son point de vue extraordinaire vers la mer et les grottes qu'elle avait creusées dans les falaises. Ils descendirent ensuite sur le front de mer pour se rendre sur la plage Lama Monachile, seul accès à la mer de Polignano, avec ses eaux claires et ses petits galets blancs coincés entre deux morceaux de ville accrochés à la falaise de tuf. Ils poursuivirent leur chemin et s'arrêtèrent devant la statue de Domenico Modugno, l'enfant du pays, compositeur de Volare, avant de trouver, non loin, un restaurant de poissons et de fruits de mer, à l'écart, avec une terrasse au-dessus de l'eau d'une petite anse au bleu profond. L'accueil qu'ils reçurent fut enjoué et chaleureux. Comme ils hésitaient entre deux propositions de pâtes, la personne qui s'occupait d'eux leur avait concocté 2 assiettes avec un assortiment de chaque pour qu'ils puissent tout goûter, linguine, stracciatella, paccherio, langoustine, etc. Le couple rejoignit la voiture stationnée non loin de là pour se rendre à l'abbazia di San Vito, une abbatiale qui ne se visitait pas, mais encore munie d'une tour de guet et d'une jolie loggia et surtout située au cœur d'une jolie crique
ou accostaient des barques de pêche traditionnelles. Le couple s'installa dans une posture qui leur était habituelle, François assis derrière Éléonore pour la serrer contre lui, afin de regarder un moment les barques accostées. L'étape suivante était Monopoli, mais ils se rendirent d'abord à la plage de Scaletta, une jolie plage de sable blanc restée sauvage. Il n'y avait ni bar ni restaurant. Mais plusieurs petites criques se succédaient. Ils trouvèrent enfin un peu d'intimité dans l'une d'elles et purent s'embrasser, se caresser, et même plus, à l'abri des regards, avant de se jeter à l'eau pour nager dans une eau translucide. La voiture les attendait à 5 minutes à pied, afin qu'ils poursuivent leur périple vers Monopoli, petite ville gardée secrète du tourisme de masse, merveilleuse et authentique, avec une promenade pittoresque en front de mer. Il venait surtout pour son joli centre médiéval et son port de pêche, ouvert sur l'Adriatique. Leur visite de la vieille ville démarra par la majestueuse cathédrale Maria Santissima della Madia, dont ils apprécièrent surtout l'intérieur baroque, avec son marbre omniprésent. Puis ils s'enfoncèrent dans les ruelles étroites et colorées jusqu'à atteindre l'unique plage située dans Monopoli, la Calla Porta Vecchia. Le couple longea le front de mer et profita de jolis points de vue jusqu'au château de Charles-Quint, avant de continuer son exploration de la vieille ville par le Porto Antico, un petit port pittoresque avec ses barques bleues alignées sur la grève, encadrées de maisons chaulées. « On se croirait presque en Afrique du Nord », constata François. Du port, ils empruntèrent un adorable petit passage en pierre permettant de rejoindre la vieille ville. Sur la place principale, dans la zone piétonne, ils tombèrent sur un petit restaurant entièrement entouré de vignes. Éléonore et François s'installèrent sous cette tonnelle et commandèrent chacun un spritz avec une planche de charcuterie et de fromage à partager. En attendant d'être servis, ils téléphonèrent à Ischia pour parler avec les parents de François et surtout Lisa, même si elle ne pouvait leur répondre. Chiara leur décrivait les réactions de leur bébé quand elle entendait leur voix. Avant de rentrer à l'hôtel, ils profitèrent du coucher de soleil sur le petit port. Vendredi 14 septembre 2001. Après une nuit très câline, leur séance de yoga et de méditation quotidienne et la colazione, ils prirent la route vers Matera. Ils allaient quitter les Pouilles pour la Basilicate pendant quelques heures. Éléonore, fan d'histoire et de vieilles pierres, voulait absolument voir cette ville unique, peut-être l'une des plus anciennes au monde, construite sur un plateau caillouteux surplombant un profond ravin, la Gravina, un lieu d'exception pour retracer le mode de vie des êtres humains depuis l'âge de pierre jusqu'au temps moderne. Ils se promenèrent selon leur habitude dans le dédale des ruelles qui les mena vers la Piazzetta Pascoli, où un belvédère dévoilait un panorama à couper le souffle sur le Sassi Caveoso, un des 2 sassis de Matera étagés à flanc de colline. Ces sassis, en bord de ravin, mités de grottes naturelles ou creusées par l'homme, formaient des quartiers où les toits des maisons servaient de support à celles du niveau supérieur, et sillonnés par un vrai labyrinthe de ruelles, de terrasses, de placettes. De la Piazzetta, ils remontèrent la Via Domenico Ridola, la rue principale de la ville, à partir du Palazzo Lafranchi. Cette rue était bordée d'anciens palais devenus des musées, comme le musée archéologique qui exposait les produits des fouilles de la région, riche en vestiges du néolithique. Ils suivirent cette rue principale jusqu'à la Piazza del Sedile et tombèrent sur une petite boutique d'artisanat avec plein d'objets sculptés en pierre calcaire, des coqs et des poules en céramique qui étaient en fait des sifflets modelés à la main par Marco, à qui appartenait la boutique. « C'est super beau, ces formes toutes rondes, très colorées, dit Éléonore à François. « Bonjour, ce sont des objets que je fais. Je m'appelle Marco, le propriétaire de cette boutique. Ce sont des sifflets qu'on appelle coucou. » Il attrapa un des coqs en céramique exposé et souffla dedans pour démontrer ses propos. Ces sifflets servent à chasser les esprits malins. « Vraiment ?» s'exclama la jeune femme. « Oui, c'est un symbole de protection. Et la poule est un symbole de fertilité et de prospérité. Les plus gros objets sont offerts en mariage comme signe de fertilité et de prospérité, justement.
Plus le cadeau est gros, plus la richesse du mari est importante, plus c'est un signe de fertilité et de prospérité. Et puis, la femme est contente. Toutes ces croyances, ces superstitions autour du coucou, c'est récent, depuis que vous en fabriquez, demanda François. Non, c'est une tradition très ancienne. Les premières poules en terre cuite datent du IVe siècle avant Jésus-Christ. Ensuite, cet objet a perdu de son attrait chez les gens, mais grâce au travail de nombreux artisans, de nos jours, cet objet est devenu un symbole de la ville. C'est un souvenir, un objet chic à ramener chez soi. Les gens d'ici ont commencé aussi à l'acheter comme cadeau de baptême ou de naissance. Éléonore ne put résister à l'envie d'acheter un coco, pas trop imposant cependant pour leur retour en avion. Merci, Marco, pour vos explications, dit-elle avec ce sourire qui charmait toujours ses interlocuteurs. Pendant que de moins courageux descendaient par la Via Madonna delle Virtù jusqu'au Sasso Caveoso à bord d'un authentique Ape Calesino italien pour parcourir les rues du quartier et admirer les principales églises et places, les amoureux y allèrent à pied par la Via San Pietro Caveoso, par les ruelles en pente, main dans la main comme toujours. Ils visitèrent 4 des 150 églises rupestres de Matera et ses environs, dont la plupart se trouvaient dans le Sasso Caveoso. Comme souvent, ils n'hésitèrent pas à engager la conversation avec les habitants qu'ils rencontraient. L'un d'eux, apparemment envoûté par cette belle jeune femme dans une légère robe d'eau nue blanche, leur expliqua que la Via Madonna delle Virtù, prise par les Ape, suivait le cours d'un ancien torrent. Les habitants de cette région aride avaient construit tout un réseau de canaux, leur précisa-t-il. Dans chaque maison, il y avait des citernes reliées entre elles. Ils avaient construit ce système pour récupérer les eaux de pluie pour le réseau sanitaire. Ce système était déjà utilisé par les habitants dès l'Antiquité. La particularité, c'est que le toit d'une maison correspondait à l'entrée d'une autre, donc elles étaient vraiment imbriquées les unes au-dessus des autres. Matera est donc une ville à plusieurs niveaux, avec plusieurs époques qui se mélangent, dit François. C'est ça. C'est ce mélange de construction et d'époque qui fait de cette ville une véritable sculpture. C'est extraordinaire, ajouta Éléonore. L'une des églises, celle de San Pietro Caveoso, leur dévoila un point de vue fabuleux sur Matera et sa campagne, depuis son parvis. Ils remontèrent ensuite depuis l'église San Pietro Barisano, la dernière des églises rupestres qu'ils avaient visitées, vers la Casa Noa, par la Via Gradoni Duomo, avec ses nombreux escaliers. Ils firent une halte sur la Piazza Duomo pour admirer la cathédrale, notamment sa façade ornée d'une rosace encadrée de colonnes soutenues par des anges, ses portails et ses murs finement ciselés ornés de pommes de pin et de lions. Ils reprirent leur marche à travers les ruelles et les escaliers jusqu'à une ancienne demeure du Sasso qu'ils voulaient voir. Blottie dans un palais du XVIe siècle, elle leur dévoila une structure en tuf, des corniches, des sculptures et de beaux plafonds voûtés. Un escalier les mena à l'intérieur, où un parcours multimédia leur permit de découvrir dans le détail l'histoire de la ville, puisqu'un film était projeté sur les murs, les sols et les plafonds des chambres. Ils revinrent vers la Piazza Duomo et firent une pause déjeuner dans le restaurant le plus proche, qui s'avéra être un très bon choix, avec un accueil chaleureux, une cuisine fine et généreuse et une vue imprenable sur la ville. Ils se régalèrent d'exceptionnels paccheri au ragoût d'agneau, pesto de roquette aux amandes, tomates confites et cacio ricotta fondue, et terminèrent avec un succulent semifreddo citron vert, pistache et chocolat blanc. Le chef prit même le temps de leur faire visiter la chapelle et la terrasse du palazzo attenant, après qu'ils aient discuté un moment et parlé de l'hôtel familial des Mazzella à Ischia. Leur promenade reprit dans le dédale des ruelles jusqu'à l'Antica Matera Casagrotta pour découvrir une reconstitution de la vie dans les habitats troglodytes jusqu'aux années 50. Leur déambulation les ramena vers la rue principale et l'étonnante église du Purgatoire avec ses sculptures en forme de squelette ainsi qu'un grand nombre de crânes sur sa face avant. Pour conclure leur visite de Matera, ils flânèrent sur la très animée Piazza Vittorio Veneto, située près des Sassi. Attablés à la terrasse d'un des restaurants de la place, ils commandèrent un spritz avec un antipasto della casa, en faisant connaissance avec les locaux.
Ils quittèrent la ville après un dernier coup d'œil d'un des belvédères au crépuscule. Samedi 15 septembre 2001. Après une nouvelle nuit d'amour, comme ils se l'étaient promis pendant leur escapade, ils se réveillèrent un peu plus tard et durent faire l'impasse sur leur yoga matinal, arriver à temps pour la colazione. Ils avaient prévu d'aller visiter Ostuni, à une petite heure de route de Bari. Ils y arrivèrent vers 10h30 et garèrent la voiture juste avant l'entrée de la ville, sur un des parkings payants. Ils commencèrent par une promenade dans le centre historique de la fameuse ville blanche des Pouilles, perchée sur 3 collines à l'entrée de la vallée d'Itria. D'étroites ruelles, des passages et des escaliers leur permirent d'accéder à la cathédrale, au sommet de la colline la plus haute, et au palais épiscopal juste à côté, abritant le musée diocésain. À la fin de leur visite du musée, ils passèrent par le Bishop Garden, un petit jardin attenant au palais et offrant une vue époustouflante sur toute la vallée d'Itria. Le jeune couple se montra particulièrement intéressé lors de la visite du musée des civilisations situé dans l'ancien monastère carmélite. Ce musée abritait en effet une découverte étonnante et unique au monde. Le squelette d'une jeune femme, surnommée Delia, morte en couche à l'âge de 20 ans, et de son fœtus, vieux de 25 000 ans, et baptisé Ostuni Ier. La jeune femme et le fœtus avaient été retrouvés dans la grotte de Santa Maria di Agnano, à une dizaine de minutes en voiture d'Ostuni. Ils terminèrent leur promenade par la Piazza della Libertà, d'où ils purent admirer le palais municipal, la colonne de San Toronzo, saint patron de la ville, et l'église Saint-François d'Assise, dont les origines remontaient au Moyen-Âge. Ils firent leur pause déjeuner dans une osteria proche du square San Toronzo, avant de prendre la route vers Loco Rotondo. À partir de la Piazza Vittorio Emanuele, en traversant les 2 grands piliers de la Porta Napoli, ils flânèrent dans les rues étroites et sinueuses du centre historique de Loco Rotondo, charmant village, niché dans les collines de la vallée d'Itria, où le temps semblait s'être arrêté. Avec ses cumerse, des petites maisons blanchies à la chaux, caractéristiques, avec un toit en pente pavé de dalles de calcaire noir, les cancarelle, ses trulli, son église mère de San Giorgio, joyau du baroque des Pouilles, son Palazzo Morelli, avec son portail baroque et ses fenêtres ornées, et son balcon en fer forgé typique de l'architecture locale. Du belvédère Santa Maria della Greca, une terrasse panoramique surplombant la vallée d'Itria, ils profitèrent de l'une des plus belles vues des Pouilles avec les trullis environnants, d'anciennes fermes immergées dans des champs cultivés, des oliveraies et des vignes. Le blanc de la chaux enveloppait tout, servant de fond éblouissant à l'architecture baroque en pierre locale et mettant en valeur les balcons fleuris en fer forgé. Sur le chemin du retour vers leur hôtel, ils firent halte à la Calla San Giovanni pour se baigner et lézarder un peu au soleil, moins intense à cette heure. Après quelques centaines de mètres à nager dans les eaux turquoises, ils s'étaient trouvés un coin tranquille entre les rochers et la végétation méditerranéenne de cette plage un peu sauvage pour pouvoir s'embrasser à loisir, se caresser. Mais il leur devint vite évident qu'ils avaient besoin de beaucoup plus d'intimité. Ils rejoignirent la voiture en courant et à peine 20 minutes après, ils étaient enfermés dans leur chambre, semant le peu de vêtements qu'ils portaient sur leur trajet vers la salle de bain. Sous la douche, Éléonore s'abandonna avec un plaisir extrême aux caresses de François et frissonna quand il l'embrassa longuement, cherchant sa langue. Les mains du jeune homme, enduites de gel douche, glissèrent de son dos à ses seins. Des décharges fulgurantes la parcoururent, quand les mains descendirent sur son ventre, ses hanches, ses cuisses, et s'attardèrent sur son mont de Vénus, puis son clitoris. Elle ne put alors retenir ses gémissements. À son tour, elle laissa ses mains enduites de gel glisser sur son dos, son torse, son ventre dur, ses fesses, et se pressa contre lui avant de caresser son membre viril. L'eau continuait à couler sur leurs 2 corps, pendant qu'ils s'embrassaient à pleine bouche et se caressaient de plus en plus intimement. Ils s'interrompirent cependant pour sortir de la douche, s'essuyèrent sommairement avant que François ne prenne la jeune femme dans ses bras pour la porter sur le lit. Il s'agenouilla et lui écarta les jambes pour la fouiller de sa langue. Elle gémissait, sentant les ondes de plaisir la submerger, le suppliait de venir en elle. Elle s'arc-bouta quand il s'enfonça en elle,
tendant son corps à chaque fois qu'il replongeait de plus en plus loin. François sentait les parois de son sexe caresser le sien sur toute sa longueur, l'enserrer, et tenta vainement de résister à la vague qui montait. Éléonore se cambra encore pour le sentir au plus profond d'elle. Tous deux atteignirent le pic maximum de leur plaisir et accompagnèrent leurs orgasmes simultanés de cris de jouissance incontrôlables. Ils restèrent un moment soudés l'un à l'autre avant que François ne roule sur le côté. Ses yeux d'un bleu irrésistible croisèrent le regard d'Éléonore, dont les yeux verts brillaient encore du plaisir ressenti. Il se pencha pour l'embrasser, la fouillant de sa langue, laissant sa main glisser le long de la taille, des hanches, des fesses et des cuisses de la jeune femme, renouvelant le désir qu'elle avait de lui. Devant cette réaction, il sentit l'excitation monter. Il couvrit le visage de sa femme de baisers et laissa ses lèvres glisser jusqu'à un sein dont il aspira le mamelon, pendant que ses mains poursuivaient l'exploration des courbes de son corps. Éléonore sentait son désir augmenter d'intensité et se collait à lui, sentant son sexe dur palpiter contre son ventre. Elle ne put résister, et elle laissa à son tour ses lèvres effleurer le corps du jeune homme jusqu'à son ventre, puis s'installa à califourchon sur lui pour engloutir le membre viril. Le lent va-et-vient de la bouche d'Éléonore, ses coups de langue sur le gland tumescent faisaient gémir François, parcouru de vagues irrésistibles, pendant qu'il fouillait son intimité de sa langue et agaçait son bouton érectile. Leurs caresses buccales mutuelles les amenèrent au bord de l'extase. Brusquement, François la fit basculer sur le côté. Elle tendit les fesses vers lui afin qu'il enfonce son membre ardent dans sa fente brûlante. Elle se cambrait au rythme de ses coups de rein, allant à sa rencontre pour qu'il plonge en elle le plus loin possible, gémissant à chaque poussée. Et soudain, d'abord elle et lui ensuite, atteignirent l'orgasme encore une fois. Ils restèrent longtemps dans cette position, leur désir assouvi, et s'assoupirent langoureusement anéantis pour se réveiller 1 heure plus tard. Il était temps d'aller dîner. Mais avant toute chose, il fallait appeler à Ischia, où tout allait pour le mieux. Pour leur dernière soirée, Éléonore mit la robe violette qu'elle avait mise lors de leur premier soir à Venise, avec un décolleté profond en V et les bijoux d'émeraude d'Ussé et Vasse. Elle était resplendissante, et François la regardait avec des yeux brillants d'amour, et bien des femmes auraient aimé qu'il les regarde ainsi. Mais il ne voyait qu'elle, et son regard à elle n'était pas moins évocateur. Leur amour éclatait aux yeux de tous. Le réceptionniste appela Éléonore en lui faisant signe d'approcher. « Je voudrais vous montrer quelque chose, afin d'avoir une réponse pour un pari. »« Pour un pari ?» dit-elle en riant. « Attendez, je vais vous montrer. » Il la fit venir à côté de lui pour voir l'écran de l'ordinateur et lui montrer un clip. « C'est bien vous, là, sur le clip des Take That, en robe rouge. »« Oui, c'est bien moi. » François s'approcha à son tour. « Tiens, je ne l'avais pas vu celui-là. Je connaissais celui de Suicide Blonde et Cream, mais celui-là, c'est la première fois que je le vois. C'est vrai que Robbie Williams fait gamin dessus. »« Et alors, ce pari, gagné ou perdu ?» demanda Éléonore. « Gagné, » répondit le réceptionniste. « J'ai également une demande de nos clients américains. Ils aimeraient que vous dansiez ce soir. Ils ont tous vu les photos du livre d'Alan Wilson et savent que vous étiez danseuse. Seriez-vous d'accord ?» La jeune femme regarda François avec un air navré qui le fit sourire. « Je sais que tu meurs d'envie de dire oui, et tu sais aussi que j'adore te voir danser. Alors, vas-y, mon amour. » « C'est d'accord, répondit-elle, mais mon mari dansera aussi avec moi. Donc je vous concède un solo et un duo, mais c'est tout. Je danserai après le repas. Le tout est de savoir où, surtout pour le solo. Je préfère éviter le carrelage. Si vous avez un endroit où il y a du parquet ou un sol synthétique, ça me va. Je pense que la terrasse devrait faire l'affaire. Et pour la musique ? » Elle se tourna vers François. « Je pensais à What the World Needs Now par Dionne Warwick ou Jackie de Shannon pour le duo. C'est une valse. Ou alors un American Smooth sur New York, New York de Sinatra pour notre duo. Je crois que je préfère Sinatra, au moins je la connais. Va pour Sinatra. Donc, vu les circonstances actuelles, New York, New York de Sinatra et Imagine de Lennon pour le solo me paraissent adaptés, dit-elle au réceptionniste.
Le couple alla s'installer à sa table après avoir salué le groupe d'Américains et l'avoir informé que leur demande avait été transmise et acceptée. Lors du dîner, Éléonore rassura François sur le choix du titre pour le duo. En fait, l'American Smooth est une version américanisée de nos danses standards, notamment la valse. En fait, si tu danses une valse, personne ne s'en apercevra, et moi je te suivrai, quoi qu'il arrive. Je l'espère bien, puisque tu t'y es engagé devant Dieu, dit-il le plus sérieusement du monde. Et je compte bien respecter cet engagement, répliqua-t-elle avec le même sérieux en lui prenant la main, parce que je t'aime plus que tout. Elle revint à la chorégraphie pour caler les portées sur certaines phrases de la chanson. Et de toute façon, si nous faisons des erreurs, ils ne s'en apercevront pas. Quand le moment arriva, le réceptionniste l'annonça au client qui avait sollicité Éléonore. Celle-ci était allée chercher une autre tenue pour son solo avant l'annonce. L'introduction de la chanson de Sinatra permit au couple d'arriver sur la terrasse, où les attendaient leurs spectateurs ravis du choix du titre. Éléonore se laissa guider par François, s'ajustant à lui. Ils avaient maintenant l'habitude de danser ensemble et avaient acquis certains automatismes. Leurs deux corps se mouvaient en harmonie. Chacun des portés fut réalisé avec aisance, même le plus acrobatique juste avant la fin de la chanson. Leur prestation déclencha les applaudissements du groupe d'Américains et des autres clients présents. Éléonore partit se changer rapidement dans le petit bureau derrière la réception et revint dans les 5 minutes qui suivaient, vêtue d'une brassière et d'un shorty de danse sur lequel elle portait une jupe asymétrique en voile qu'elle avait emmenée en prévision de leur soirée danse à Ischia. Elle s'installa au sol pour le titre suivant. Elle dansa en totale improvisation, mais chaque mouvement était précis et techniquement maîtrisé. Elle enchaîna les arabesques, sauts, grands jetés, pirouettes et déboulés. Sa chorégraphie déclencha une ovation et les clients réclamaient une danse supplémentaire. François ne fut pas surpris de la tournure des événements et lui proposa d'aller demander au réceptionniste de lancer un autre titre. Mais lequel ? Demande-lui Adagio de Lara Fabian, mon amour, et cette danse sera pour toi. La chorégraphie était encore plus exigeante que la précédente, mais elle n'improvisait plus. Cette danse, elle l'avait répétée bien des fois depuis la fin du mois de juin, lorsqu'elle l'avait créée. Elle contenait un grand nombre de pirouettes différentes, de grands jetés et d'autres gestes techniques d'un niveau très avancé. Et les spectateurs ne s'y trompèrent pas, et l'acclamèrent, réclamant encore une danse. François s'y attendait, et sans demander à Éléonore si oui ou non elle voulait poursuivre, il lança lui-même la chanson suivante. Quand elle entendit l'introduction, elle s'installa au sol en souriant pour elle-même. You and I, notre chanson. Elle commença à danser la chorégraphie qu'elle avait créée pour l'amour de sa vie, et pendant ce temps, il vint lentement se placer dans son champ de vision. Au moment où Klaus Meine chantait « I'll be there for you », il s'avança, et quand elle tendit un bras vers lui, il était déjà à sa portée pour le moment précis du taking out, et de son arrivée contre lui, ses jambes enroulées autour de sa taille, avant de poursuivre par une rumba. Les deux danseurs enchaînèrent de nombreux portés et des gestes tendres avant de finir enlacés sous les applaudissements nourris des clients et du personnel. Mais cette fois, François souleva sa femme pour la prendre dans ses bras, pendant qu'elle nichait sa tête dans son cou, et il se dirigea rapidement vers la réception, en serrant son précieux fardeau contre lui. Ils s'arrêtèrent un bref instant pour récupérer la robe et les chaussures d'Éléonore, et montèrent rapidement dans leur chambre, enfin seuls.